changé non plus, je pense que je suis resté toujours un peu utopiste, toujours un peu dingue comme ça, toujours un peu sur un nuage et que je m'y sens finalement très bien. Maxime Le Forestier n'a jamais été un homme de scandale. Dans l'imaginaire collectif, il incarne la douceur, la fidélité à ses convictions, la chanson française engagée mais élégante. Sa voix a accompagné les années 70. Ses textes ont traversé les générations, et son image reste celle d'un artiste calme, presque fragile. Mais derrière cette apparente sérénité se cache une fermeté que peu de gens ont réellement mesurée. Car Maxime Le Forestier n'a pas seulement chanté la liberté, il l'a défendue. Parfois contre le système, parfois contre ses propres pairs, et parfois contre des figures puissantes du paysage culturel français. Au fil des décennies, il a vu l'industrie se transformer, les idéaux se diluer, certains artistes renier leurs convictions pour des plateaux télé ou des contrats plus lucratifs. Et lui, il est resté droit. Quitte à rompre, quitte à s'éloigner, quitte à ne jamais pardonner. Aujourd'hui, 5 noms reviennent lorsqu'on évoque les tensions les plus profondes de sa carrière. 5 figures influentes, connues de tous, qui ont croisé sa route et laissé une trace que le temps n'a pas effacée. Quels travaux ont façonné la carrière du Maxime Le Forestier? Mais avant de dévoiler cette liste, il faut comprendre qui est réellement Maxime Le Forestier et pourquoi certaines blessures ne se referment jamais. Maxime Le Forestier naît en 1949 à Paris, dans une famille où la musique n'est pas un simple loisir mais une langue maternelle. Très tôt, il comprend que la chanson peut être autre chose qu'un divertissement. Elle peut être une prise de position. À la fin des années 60, la France est en pleine mutation. Mai 68 laisse derrière lui une génération qui refuse l'ordre établi. Le Forestier s'inscrit naturellement dans ce mouvement. Sa chanson San Francisco devient l'hymne d'une jeunesse qui rêve d'ouverture, de fraternité, d'un monde sans frontières. Il ne cherche pas la provocation, il cherche la cohérence. Contrairement à d'autres artistes de sa génération, il ne joue pas avec les tendances, il s'attache aux mots, il choisit ses apparitions, il refuse les compromis qui dénaturent son message. Cette exigence lui vaut le respect, mais aussi des tensions. Dans les années 70 et 80, l'industrie musicale française se transforme. La télévision devient incontournable. Les producteurs gagnent en pouvoir. Certains artistes acceptent de modeler leur image pour survivre. Lui résiste, pas par orgueil, par principe. Maxime Le Forestier a toujours considéré que la chanson engage la responsabilité de celui qui la chante. Pour lui, un artiste n'est pas neutre. Il est témoin de son époque. Et lorsqu'il estime que cette responsabilité est trahie, il ne l'oublie pas. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi certaines rencontres ont laissé des cicatrices profondes. Car chez lui, le désaccord n'est jamais superficiel. Il touche aux fondations mêmes de ce qu'il croit être juste. Entrons maintenant dans ces 5 noms qui ont marqué sa trajectoire. Numéro 5. Michel Sardou. Dans les années 70, la chanson française est un champ de bataille idéologique autant qu'artistique. D'un côté, des voix engagées, héritières de l'esprit de Mai 68, de l'autre, des artistes qui revendiquent une France plus traditionnelle, parfois provocatrice dans ses positions. Michel Sardou devient l'une des figures les plus visibles de cette seconde tendance. Sardou remplit les salles, provoque les débats, assume des textes qui divisent profondément l'opinion publique. Ses chansons suscitent autant d'ovations que de polémiques. Il incarne une France qui refuse les excès de l'utopie 68arde. Et dans les médias, les comparaisons apparaissent inévitablement. On oppose Sardou à Le Forestier. 2 visions du pays. 2 visions du rôle de l'artiste. Maxime Le Forestier n'a jamais cherché l'affrontement direct. Il n'a pas répondu par des attaques personnelles. Mais les tensions idéologiques étaient bien réelles. Lorsque Sardou critique publiquement ce qu'il appelle le moralisme de certains chanteurs engagés, beaucoup y voient une allusion à une génération dont Le Forestier fait partie. Ce n'est pas une querelle de coulisses, c'est un choc de conviction.
Pour Sardou, elle peut aussi défendre une identité plus conservatrice, quitte à provoquer. Cette divergence dépasse la simple rivalité artistique. Au fil des années, les deux hommes ont évolué chacun de leur côté, sans jamais réellement se rapprocher. Pas de réconciliation spectaculaire, pas d'excuses publiques, simplement une distance froide, assumée. Chez Maxime Le Forestier, ce n'est pas la popularité de Michel Sardou qui dérange. C'est ce qu'elle représente. Une vision du monde qu'il ne partage pas et qu'il ne pouvait cautionner. Numéro 4. Charles Pasqua. Dans la France des années 80 et 90, la politique ne reste jamais loin des artistes. Les débats sur l'identité, l'immigration, la sécurité occupent les plateaux télévisés et les unes des journaux. Au centre de cette fermeté politique, un nom s'impose. Ministre de l'Intérieur, figure emblématique d'une droite sécuritaire, Pasqua incarne une vision de l'État forte, autoritaire, parfois perçue comme hostile aux milieux culturels engagés. Dans ce climat tendu, de nombreux artistes prennent position. Maxime Le Forestier en fait partie. Le Forestier n'a jamais revendiqué une carrière politique. Mais il n'a jamais caché ses convictions. Il défend l'ouverture, la solidarité, la diversité culturelle. Ses prises de parole, même mesurées, s'inscrivent à contre-courant des discours dominants portés par Pasqua et son entourage. Les tensions ne prennent pas la forme d'un duel public spectaculaire. Elles sont plus insidieuses. Des déclarations politiques visant les milieux artistiques considérés comme déconnectés du vrai pays. Des soupçons envers les chanteurs engagés accusés d'angélisme. Dans cette atmosphère, Le Forestier se sent visé, même si son nom n'est pas toujours prononcé. Pour lui, la chanson n'est pas un refuge apolitique. Elle est un espace de conscience. Lorsque certaines politiques donnent le sentiment de restreindre cet espace, il ne peut rester indifférent. La distance qu'il prend alors n'est pas personnelle, mais symbolique. Elle marque un refus clair d'adhérer à une vision du monde qu'il juge contraire à ses valeurs. Avec le temps, les figures politiques passent, les gouvernements changent, mais certaines fractures restent. Pour Maxime Le Forestier, cette période a confirmé une chose essentielle. L'artiste ne peut pas se contenter d'être spectateur. Numéro 3. Michel Drucker. À partir des années 70, la télévision devient le centre névralgique de la notoriété en France. Un passage dans une émission populaire peut transformer une carrière. Et au cœur de ce système, un homme incarne le pouvoir médiatique avec constance et longévité. Michel Drucker. Animateur incontournable, visage familier des foyers français, Drucker représente une forme de télévision rassurante, consensuelle, calibrée pour le grand public. Pour beaucoup d'artistes, être invité chez lui signifie reconnaissance et stabilité. Mais pour certains chanteurs attachés à une image plus libre, plus engagée, l'exercice peut devenir inconfortable. Maxime Le Forestier a toujours entretenu une relation prudente avec les grands plateaux télévisés. Il accepte d'y apparaître, mais refuse d'y être réduit à un simple produit promotionnel. Selon plusieurs témoignages d'époque, une interview en particulier aurait laissé un goût amer. Des questions jugées trop légères, une tentative de simplifier son engagement artistique, une insistance sur l'aspect commercial plutôt que sur le fond des textes. Ce n'est pas une explosion en direct. Ce n'est pas un scandale public. C'est un silence plus lourd, un regard qui se ferme, une distance qui s'installe. Pour Le Forestier, le problème n'est pas la personne de Michel Drucker en tant qu'individu. C'est ce qu'il symbolise. Une télévision qui parfois gomme les aspérités pour rendre l'artiste plus vendable. Or, Maxime Le Forestier a toujours refusé d'adoucir ses convictions pour séduire l'audience. À partir de ce moment, les apparitions deviennent plus rares, plus maîtrisées. La confiance n'est plus totale. La relation reste professionnelle, mais jamais intime. Chez Maxime Le Forestier, la blessure ne vient pas d'une attaque frontale. Elle vient d'un sentiment plus subtil, celui d'avoir été réduit à une image.
alors qu'il s'est toujours battu pour défendre une parole. Numéro 2. Serge Lama. Serge Lama n'a jamais été un artiste discret. Dès les années 70, il impose une présence scénique puissante, presque théâtrale. Sa voix dramatique, ses textes passionnés, son goût pour l'intensité font de lui une figure majeure de la chanson française. Il occupe l'espace, il assume le conflit. Il provoque parfois. Face à lui, Maxime Le Forestier incarne une autre école. Là où Lama élève la voix, Le Forestier choisit la retenue. Là où l'un dramatise, l'autre nuance. Deux sensibilités fortes, deux visions du rôle du chanteur. Dans les médias de l'époque, les comparaisons se multiplient. On parle de génération, de styles opposés. Serge Lama, souvent direct dans ses propos, critique à plusieurs reprises ce qu'il considère comme une certaine posture morale dans la chanson engagée. Même si aucun nom n'est explicitement cité, beaucoup y voient une référence à des artistes comme Le Forestier. Le climat se tend sans qu'un affrontement officiel n'éclate. En coulisses, les échanges deviennent plus froids. Les occasions de collaboration ne se concrétisent jamais. Les deux hommes évoluent dans les mêmes circuits, se croisent lors de galas, d'émissions spéciales, mais la distance est palpable. Pour Maxime Le Forestier, la chanson engagée n'est pas une posture. C'est un choix existentiel. Entendre qu'elle serait naïve ou moralisatrice touche à quelque chose de fondamental. Il ne répond pas par des attaques publiques. Il répond par le retrait, par la fermeté silencieuse. Serge Lama, de son côté, continue à défendre sa vision d'un artiste libre, capable d'assumer toutes les contradictions, y compris celles d'un pays divisé. Ce choc n'est pas une simple rivalité artistique. C'est une opposition sur la manière d'habiter la scène et la société. Avec le temps, les tensions s'atténuent en surface, mais jamais complètement dans les mémoires. Le respect mutuel existe, mais il reste fragile, traversé par des années de divergences non résolues. Chez Maxime Le Forestier, le ressentiment ne naît pas d'une jalousie de carrière. Il naît du sentiment qu'une certaine conception de l'art a été tournée en dérision. Et cela, pour lui, n'est jamais anodin. Numéro 1. Eddie Barclay. Dans l'ombre des projecteurs, loin des micros et des applaudissements, il existe une autre forme de pouvoir, celui des producteurs. Dans les années 70 et 80, un nom domine l'industrie musicale française, Eddie Barclay. Barclay n'est pas seulement un producteur. Il est un symbole. Celui d'une époque où le disque devient un produit stratégique, où l'image compte autant que la musique, où la rentabilité commence à peser lourdement sur les choix artistiques. Travailler avec lui signifie accéder à un réseau immense, à des moyens considérables, à une visibilité nationale. Mais cela signifie aussi accepter certaines règles. Maxime Le Forestier, déjà reconnu pour son authenticité, se retrouve confronté à cette logique. Les discussions portent sur l'orientation musicale, sur l'évolution du son, sur l'adaptation aux nouvelles attentes du marché. On lui suggère d'élargir son public, d'assouplir certains textes, de rendre son univers plus accessible. Pour beaucoup d'artistes, ces conseils représentent une opportunité. Pour Le Forestier, il sonne comme un compromis dangereux. Selon plusieurs proches, un échange aurait marqué un tournant. Une remarque sur la nécessité d'être dans l'air du temps. Une phrase laissant entendre que la sincérité ne suffit plus si elle ne se vend pas. Ce n'est pas une insulte directe, c'est une logique industrielle assumée. Mais pour Maxime Le Forestier, cette logique heurte profondément sa conception du métier. Il ne chante pas pour suivre une tendance. Il chante pour exprimer une cohérence intérieure. Lorsque l'équilibre entre exigence artistique et pression commerciale bascule, il préfère rompre plutôt que céder. La collaboration ne se développe pas comme prévu. Les chemins se séparent. Pas de scandale public, pas de guerre médiatique, juste une fracture nette. Eddie Barclay représente pour lui un moment charnière. Celui où l'artiste comprend que l'industrie peut admirer votre talent tout en cherchant à le modeler.
et cette idée, il ne l'a jamais acceptée. Dans le parcours de Maxime Le Forestier, ce nom n'est pas seulement associé à un désaccord professionnel, il symbolise une frontière, celle qu'il s'est juré de ne jamais franchir, même au prix d'une visibilité moindre. 5 noms, 5 tensions, 5 fractures qui n'ont jamais fait la une des tabloïds, mais qui ont façonné en profondeur le parcours de Maxime Le Forestier. Il n'y a pas ici de scandales explosifs, ni de règlements de comptes spectaculaires. Ce qui ressort, c'est autre chose. Une ligne, une cohérence, une fidélité presque obstinée à une certaine idée de la chanson française. Face à Michel Sardou, il refuse de diluer ses convictions dans un débat idéologique. Face à Charles Pasqua, il ne cède pas à la pression d'un climat politique tendu. Face à Michel Drucker, il protège son identité contre la simplification médiatique. Face à Serge Lama, il maintient sa vision de l'engagement artistique. Et face à Eddie Barclay, il choisit l'intégrité plutôt que la stratégie commerciale. Ces conflits ne l'ont pas détruit, ils l'ont défini. Maxime Le Forestier n'est pas un homme de haine au sens spectaculaire du terme. Il est un homme de principe. Lorsqu'il parle de ceux qu'il n'a jamais pu pardonner, il ne parle pas d'ennemis personnels. Il parle de moments où il a senti que l'essence même de son art était menacée. Dans une époque où les frontières entre sincérité et